Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau talk Asphalt du 29 juin. C'est un grand plaisir de vous retrouver tous les mois, de plus en plus nombreux. Aujourd'hui, on est pas mal connectés ce matin. Aujourd'hui, nous avons un talk dédié aux nouvelles mobilités, à l'innovation Made in France, avec un parterre d'invités très innovant, et merci d'être avec nous. Et pour la première fois depuis le début des Talks Asphalt, on a même un invité en physique. Et merci Sébastien d'être là. Sébastien, le fondateur d'Otro, qui nous montrera le vélo qu'il est en train de créer et lancer sur le marché. On a Jérôme Mortal, pardon, qui est ici avec nous, alors qui n'est pas physiquement ici avec nous, mais qui est en ligne avec nous, fondateur d'Ultima. Mathieu Picon qui nous rejoint aussi et qui nous vient de Toyota et qui va nous parler de ce partenariat avec 12 et du lancement du vélo qu'ils ont produit en commun que vous allez pouvoir découvrir. Et puis nous avons Benoît Trouvé qui est en train d'essayer de se connecter avec ses différents profils et qui ne devrait pas tarder à être en ligne avec nous. Je vais encore essayer de l'inviter sur scène, mais c'est un peu compliqué. On va y arriver. Et on va démarrer. Donc, comme d'habitude, vous savez, alors pour ceux qui n'ont pas participé encore à des talks Asphalt, vous avez accès à un chat en ligne en bas à droite. Salut Benoît, te voilà connecté. Ce chat vous permet déjà de nous faire coucou et dire bonjour et vous présenter. Ça permet de rendre le plus humain cet échange. Donc, on vous invite tous à nous dire bonjour ici. Et ensuite, j'ai mis bonjour plutôt que bonjour, mais voilà, parfait, c'est parti. Et puis, vous avez un onglet questions qui vous permet, comme son nom l'indique, de poser vos questions. On va essayer de rendre ce talk le plus interactif possible. Et donc, au fil de l'eau, on va pouvoir remonter vos questions et les adresser. Donc, n'hésitez pas à les poser ici. Parfois, les intervenants pourront aussi y répondre en décalé directement en ligne. Ça permet d'adresser un maximum de questions. Et enfin, comme on est toujours sur ce talk à distance, vous avez accès à des petits émoticônes qui vous permettent de nous dire que vous appréciez énormément ce qu'on est en train de raconter ou que cela vous barbe. Mais ça nous permet d'avoir aussi un peu d'interaction. Voilà. Je vois que ça y est, tout le monde a trouvé le bouton, c'est parfait. N'hésitez pas. Donc, c'est le dernier talk avant les vacances pour certains, avant cette saison d'été pour d'autres qui est très active. Aujourd'hui, donc, on fait ce tour sur 4 grandes innovations avec Otro, Ultima, 12 et Midi Pile. Et on va commencer tout de suite dans le vif du sujet avec Sébastien. Donc, on va enchaîner les 4 présentations, mais surtout poser des questions au fur et à mesure de ces présentations. Et puis ensuite, on aura un temps d'échange à la fin. Le but est que chacun, vous puissiez nous présenter votre projet, où il en est, ce que vous amenez au marché. Et puis, on va avoir une séquence chaque fois sur c'est quoi l'innovation Made in France, c'est quoi les défis pour que votre produit soit le plus Made in France et que c'est quoi aussi les grands avantages liés à cette démarche Made in France. Je peux témoigner du côté d'Asphalt dont le métier est d'aider les entreprises à intégrer le vélo dans la mobilité des collaborateurs, que leur amener des solutions avec des vélos, avec une démarche Made in France, c'est de plus en plus important pour eux, que ce soit pour de la mobilité domicile-travail ou que ce soit pour de la mobilité professionnelle encore plus. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on voulait créer ce moment d'échange aujourd'hui, pour montrer que les choses avancent, qu'il y a des démarches d'innovation Made in France, avec leurs avantages et avec leurs défis. On y va, Sébastien ? Allez. Hop, alors, on va quitter cette présentation. On va vous mettre en plein pot la
caméra, mais je vais d'abord, peut-être tu nous dis quelques mots avant qu'on passe sur le vélo. Donc, bonjour à tous, Sébastien Fris, je suis le fondateur de Otwo. Donc une entreprise que j'ai créée il y a 2 ans maintenant. L'idée a commencé il y a 2 ans et ça fait à peu près 1 an que je suis à plein temps dessus. Donc c'est une société que j'ai créée un peu sur un coup de tête après une traversée de la France en vélo. C'était après le Covid. Tout en vélo, un peu sur un coup de tête. J'ai traversé la France et j'ai adoré. Je ne suis pas un cycliste de base, mais j'ai vraiment adoré l'expérience. Et je suis rentré et je me suis dit, en fait, c'est génial le vélo. Je vais arrêter de prendre ma voiture et je vais me mettre principalement au vélo. Et puis la vie quotidienne nous rattrape, hein, la difficulté de devoir parfois aller au boulot assez loin, assez vite sans transpirer, le fait de devoir transporter des colis, d'aller à la poste, d'aller faire ses courses, un enfant, etc. Et donc je me suis dit, tiens, le vélo cargo, c'est parfait. Je vais prendre un vélo cargo. Puis en fait, sur le marché, il n'y avait que des tanks, des trucs énormes. Et j'avais pas besoin de ça, j'avais juste besoin de pouvoir transporter des trucs de temps en temps et d'avoir un vélo compact. C'était une période où je me mettais un peu en question dans la vie professionnelle et du coup je me suis lancé. Et donc vraiment la société est partie de 2 constats. Le constat qu'il fallait qu'on change notre mobilité et que la vie quotidienne, le vélo c'est génial mais c'est pas pratique. C'est la réalité aujourd'hui. Et donc, il fallait résoudre ce problème-là. Et un deuxième constat, c'était la souveraineté industrielle de la France. Où moi, je viens de l'industrie, de l'ingénierie, du design. Et j'ai vécu quelques années en Chine. Je me suis rendu compte qu'en rentrant en France, on ne savait plus faire grand-chose. Et donc, je me suis dit comment je participe à cette réindustrialisation, à cette résilience. Et donc, j'ai voulu concevoir le vélo pour pouvoir le faire en France. Peut-être qu'on peut montrer. On y va. J'ai de la chance d'avoir mon prototype avec moi. Grosse débauche de moyens, nous avons un caméraman. Donc ça, c'est le proto. Donc l'idée, c'est d'avoir un vélo compact, un vélo cargo, mais il fait la même longueur qu'un vélo. C'est un vélo dans l'usage, dans sa maniabilité, dans la place qu'il prend, mais il a un volume de chargement conséquent. Donc il y a un bac ici qui est tout le temps là. Et au-dessus, on peut avoir tout le volume qui est ici disponible pour des modules ou des cartons, etc. Après, derrière, on aura un porte-bagages en option pour mettre un enfant ou même un adulte. Et après, le vélo a été vraiment conçu pour être plus un véhicule qu'un vélo. C'est le véhicule du quotidien. Donc, tous les composants sont très robustes. Le cadre est en acier chromoly, vraiment fait pour durer. On a une assistance électrique Valeo. Donc, l'idée, c'est d'avoir des composants de qualité automobile avec une courroie. Donc, pas de maintenance, pas de greffe, pas de rouille. Le vélo roule, on s'en occupe pas. Et on a une assistance qui fait qu'on peut aller vite, aller loin. Et voire même une assistance jusqu'à 45 km/h ici. Je peux en parler un petit peu plus fort. Ouais. Et le deuxième aspect, c'est le Made in France. Donc, pour pouvoir le faire en France, on s'est demandé comment on va faire. Aujourd'hui, on ne sait plus faire de vélo en France. Et donc, on a fait le tour des industriels français pour comprendre ce qu'on savait encore faire, les machines, les contraintes, les coûts. Et on a conçu le vélo en fonction de ça, en fonction des industriels, des contraintes. Et donc, on est parti sur une structure en tube, découpe de laser, puis cintré. Donc, on a en fait 5 tubes qui font la structure de vélo. Donc, 1, 2, le symétrique, et un 5e qui fait un V avec la selle et le guidon. Et donc, on a 5 tubes qui sont découpes au laser, cintrés numériquement, et ensuite déposés dans un gabarit de soudure. Et on les soude aux extrémités, ici localement. Et on a un vélo. Après, il y a quelques usinages un peu spécifiques pour le moyeu, le pignon, la direction par câble. Quand tu dis localement, tout le monde ne le sait peut-être pas, mais c'est Hauts-de-France. Hauts-de-France, effectivement, on est à Lille, sur la métropole, aux alentours. Une bonne partie des composants viennent de Hauts-de-France, quelques-uns viennent de Lyon, de la région centre, et quelques-uns en Belgique et Italie. Donc, pas que Made in France, c'est Made in local, un petit peu européen. Donc voilà, à peu près le vélo. Si vous avez des questions, je suis là.
Quels ont été les grands défis pour toi, pour justement le faire le plus possible Made in France? Le défi, c'était de savoir ce qu'on pouvait faire à un prix raisonnable. Et donc ça, c'était une partie. Donc comprendre les outils de production. Et la deuxième partie, c'est d'être crédible face à des industriels qui sont pas habitués, sont plus habitués à travailler avec des petites entreprises. La dynamique de la start-up industrielle, elle est plus trop existante en France. Donc il faut vraiment se battre pour être accepté, avoir des devis, montrer que ça va aboutir sur quelque chose, qu'ils peuvent s'investir avec nous. Donc aujourd'hui, les industriels sont assez frileux d'avoir vu des délocalisations et donc ramener, ils font attention. Donc c'est vraiment ce côté crédibilité et réussir à créer des partenariats, être entendu et avoir un support financier pour pouvoir faire des prototypes, etc. C'est pas simple. Et alors, on a une question de Laurent. Bonjour Laurent, qui nous parle du moteur Valeo, qui est un beau moteur avec des rayures intégrées, qui aurait quelques retards. Et comment ces retards t'impactent-ils? Oui, il y a eu quelques retards. C'est impactant, mais en même temps, ça nous a permis de prendre plus de temps sur tester le vélo. Et donc aujourd'hui, ce que vous avez vu, c'est un prototype. C'est un peu notre véhicule expérimental sur lequel on a testé plein de choses. Et donc ça nous a forcé à ralentir, mais je pense que ça va nous permettre de rebondir et d'avoir un vélo de meilleure qualité, qui sera plus abouti au niveau de l'usage des accessoires. Donc c'est frustrant clairement, mais nous on en tire du positif parce qu'on a peut-être voulu aller trop vite au début. C'est un piège, je pense que beaucoup d'entrepreneurs connaissent, et ça nous a forcé à ralentir et à trouver des solutions pour tenir. Et du coup, on va être plus fort par la suite, je pense. Et une autre question, oui, sur la politique commerciale de distribution. Tu comptes distribuer le vélo comment? Par un réseau, directement? Alors, on essaye d'être un peu innovant, puisque étant fabriqué en France, passer par des revendeurs traditionnels et les marges dont ils ont besoin, c'est difficile. L'équation économique, elle est compliquée. Du coup, on voudrait essayer de faire de la vente en ligne, mais pas traditionnel, dans le sens où on voudrait faire un modèle un peu hybride, où on gère le flux commercial et la relation client en ligne, mais avec un réseau de facilitateurs sur le terrain qui sont là pour faire tester les produits, pour faire la maintenance, la SAV, avoir un contact physique sur le terrain. Et donc les vélos sont achetés sur notre plateforme, ils sont ensuite envoyés sur notre réseau de facilitateurs qui s'occupent de la relation client et qui sont rémunérés pour ça. Très bien. Vous avez toute l'occasion de continuer à poser des questions à Sébastien et on y revient juste après. N'hésitez pas à les poser surtout dans l'onglet questions pour qu'on puisse y revenir de manière structurée et sinon dans l'onglet chat. Ah oui, une dernière question, une idée du prix de vente public qui va arriver. Oui, alors ça va dépendre fortement de la motorisation et du mode 45 km/h ou non. On est entre 5 000 et 6 000 pour la version électrique. Le prix final n'est pas encore, ça va dépendre vraiment de la motorisation et de la question de Valeo. Voilà, c'est ça. On est dans le prix moyen haut de gamme du marché. On n'a pas un prix délirant parce qu'on est français. On arrive avec notre conception un peu simple, on arrive à réduire les coûts et à avoir un produit à un prix raisonnable. Super, merci beaucoup Sébastien. On va passer à Jérôme. Jérôme, est-ce que tu nous entends et est-ce que ton micro est ouvert? Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Alors, je fais ma caméra parce que j'ai des problèmes de bande passante, j'ai l'impression. Donc, ma caméra. Là, je vais mettre ta caméra plein pot parce que sinon, on voit qu'un écran noir. Je te laisse te présenter Ultima, Jérôme. Super. Donc, je suis en même temps en train de partager mon écran, comme ça je vais mettre un fond d'écran un peu sympa.
Vous m'entendez toujours? Oui. Vous m'entendez toujours? Oui, 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 oui. Donc, Ultima, l'ambition d'Ultima, c'était plusieurs choses. Hein. C'est déjà de faire un vélo urbain qu'on voulait qualifier de très un peu en rupture pour aider les clients, finalement, les derniers clients un peu réticents à basculer à la petite mobilité ou à la mobilité active, en faisant un vélo extrêmement léger, extrêmement maniable, facile d'accès, c'est-à-dire pas de dérailleur, pas une assistance automatique. Le vélo, vraiment pour les gens qui ont envie de passer de l'automobile au vélo, mais n'ont pas envie d'avoir de contraintes. Alors, bonne protection pour le vol, bon niveau de fiabilité, un équipement plutôt très haut de gamme pour faire en sorte que ces gens qui basculent sur le vélo, ils arrivent avec une belle expérience. Ensuite, l'autre promesse qu'on voulait faire aux clients, c'est de dire pourquoi commander quelque chose et attendre plusieurs mois. Quand on a commencé à faire le projet, on était dans des attentes d'entre 12 et 18 mois. Et puis, on était aussi dans on ne voulait pas se comparer à nos compétiteurs principaux qui fabriquent des vélos et puis finalement les poussent dans les magasins et ensuite demandent aux magasins de les vendre. On voulait se mettre dans une approche qui est un peu dérivée de l'automobile, qui est plutôt de dire je commande mon vélo, je le construis sur un configurateur avec mon magasin. Et puis, je me fais livrer dans ma maison principale ou dans ma maison secondaire l'objet de mon choix, c'est-à-dire avec mon équipement, ma couleur, mon type de fourche, mon type de finition, etc. Et pour faire ça, finalement, on est arrivé à la conclusion qu'il fallait que notre écosystème soit très proche. Alors, c'est ce qu'on a réussi à faire en plusieurs mois. Là, on a réussi à industrialiser à peu près 90% de la valeur en France. Donc, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'AFNOR, puisque l'AFNOR nous a certifié Origine France garantie à 90%. Et là, je vous ai mis une petite vue d'ensemble qui vous permet de voir avec qui on a travaillé, quels sont les gens à qui on a. Il y en a certains, alors ça s'est passé de différentes façons. Certains avaient des solutions, des fournisseurs avaient des solutions dans le monde du vélo et on les a utilisées. D'autres n'avaient pas les solutions. Je vais donner un exemple très concret. Par exemple, Novaride n'avait pas le tendeur qu'on voulait, donc on les a aidés, on l'a dessiné. Eux l'ont mis en production et on l'a acheté. Donc eux, ils y voyaient un intérêt parce que ce tendeur, il est compatible avec le moteur Valeo. Donc ils imaginent le vendre à plusieurs clients. Et nous, on y a eu un intérêt parce que du coup, ils l'ont industrialisé en France et on a une solution française. Donc voilà, c'est des façons dont on a travaillé. Mais on a aussi travaillé avec des petits comme Novaride, l'exemple que je viens de prendre, mais aussi des très gros comme Hutchinson. Où chez Hutchinson, nous, on ne prend que des pneus qui sont faits en France. Et quand même certains moules de pneus qui n'existaient pas en France par rapport à nos choix, comme le Touareg, on leur a demandé de rapporter le moule en France pour qu'on puisse avoir des Touareg made in France sur notre vélo. Donc voilà, c'est la façon dont on travaille, c'est la façon dont on continue à travailler, parce qu'on n'a pas fini, hein, on est encore en train de travailler sur des composants, comme les freins ou d'autres composants comme cela, pour essayer d'augmenter le taux de made in France. Ensuite, le gros morceau du projet, c'était quand même le cadre et les fourches, puisqu'on a 2 fourches, une suspendue et une city. Et donc, c'était comment on travaillait avec un matériau un peu différent de nos copains pour réussir à faire du made in France au prix d'un cadre asiatique. Donc, on est parti sur l'injection composite. Donc, on a un cadre qui est à peu près à 50% de carbone, qui est mélangé avec une matrice aramide polyamide. La difficulté de ce type de matériau, encore une fois, moi je viens de l'automobile, donc on a une grande expérience qu'on s'en sert en automobile pour faire des tampons moteurs ou des faces avant de voiture. Donc, c'est la maîtrise des épaisseurs, la maîtrise du process de densification. Ça paraît simple, ça peut paraître simple. Beaucoup de gens nous appellent en disant on veut faire pareil. C'est relativement compliqué. Je vais prendre qu'un exemple, un V-frame qui prétend depuis 3 ans qu'il va faire un cadre dans ce matériau-là. Ça fait 3 ans qu'il se casse un peu les dents. Je pense que 12 qui va parler après va nous parler aussi de ce type de matériau. On sait que c'est très compliqué à mettre en œuvre. Il faut vraiment bien maîtriser la chimie et le process de mise en œuvre pour réussir à faire un cadre qui tient les critères, au minimum les critères de certification du vélo, mais je dirais plus que ça, puisque nous on a Caminade dans nos fondateurs. Hein. Tout à l'heure, tu as dit Jérôme Mortal, le fondateur d'Ultima. Donc c'est Brice Sepahi et Jérôme Mortal. On est deux pièces maîtresses, pièces angulaires dans la société. Et Brice avait beaucoup d'expérience sur la durabilité des cadres, puisqu'il fabrique des cadres en France depuis 12 ans. Et donc, on est parti de son expérience en termes de cas d'usage, tests de fiabilité, etc., pour être sûr que notre produit soit fiable et que notre cadre, on puisse
avoir aucun problème dans les 10 années, les 10 années d'utilisation qu'ils vont faire. Voilà. Après, si je vous donne juste un petit aperçu de comment évolue Ultima, donc Ultima est en train de... On a vendu à peu près un peu moins de 300 vélos à l'heure où je vous parle, depuis qu'on existe. Hein. Donc nous, on produit avec le moteur Valeo qui a été un petit peu en retard et donc qui ne nous a pas permis de vendre le moteur qu'ils appellent le GN2 avant février. Donc on a commencé à vendre en février, on a vendu à peu près 300 vélos. On ambitionne d'en vendre, j'espère, un petit millier cette année. Et au top de ça, on est en train de revoir finalement notre table d'actionnaires pour se rapprocher des gens de l'industrie automobile et pour accélérer des partenariats avec des gros industriels pour nous permettre d'aller plus vite et plus loin, parce qu'on a d'autres projets dans les tuyaux, un vélo sportif, un vélo urbain plutôt low cost, que je vais qualifier de vraiment prix abordable, et puis un petit scooter. Voilà, on veut développer toute notre gamme de petites mobilités. Voilà ce que j'avais à dire, et s'il y a des questions, elles sont les bienvenues. Quel a été ou quel est encore le plus grand défi pour Ultima actuellement? Je dirais, à l'heure où je vous parle, je pense c'est la survie. Hein. Je pense que quand on est une start-up et qu'on engage beaucoup d'argent, on a démarré la start-up sur fonds propres, donc on a dépensé beaucoup d'argent sur fonds propres pour lancer le projet. Aujourd'hui, c'est notre survie, hein, c'est réussir à vendre ces fameux 1000 unités, voire plus, accélérer le déploiement commercial. Donc aujourd'hui, on arrive au mauvais moment. Je dirais qu'on aurait lancé le projet comme initialement en septembre l'année dernière. On arrivait sur un marché très porteur. Malheureusement, on a démarré en février. Vous le savez comme moi, depuis novembre, décembre, les magasins sont en surstock. Et rentrer une marque dans un magasin, c'est difficile. Donc, je vais être très concret. Hein. Moi, j'utilise 3 canaux de distribution. Des canaux type asphalte, pour ne pas les citer, des canaux type magasin indépendant. Et puis, j'ai démarré il y a un mois là, un canal un peu nouveau avec les distributeurs, un gros distributeur automobile qui est un back-office d'agents et de garages et de concessions qui s'appelle Starter, pour ne pas le nommer, et qui, lui, déploie ses offres automobiles entre 2000 et 8000 agents et concessions, et qui, lui, est en train d'offrir, si vous allez sur leur site, en train d'offrir notre vélo sous forme de location aux gens qui achètent des voitures. Donc, on est en train de se déployer sur 3 canaux. Pourquoi on accélère tous ces canaux? C'est parce qu'en fait, aujourd'hui, en septembre, j'avais 160 magasins indépendants qui m'avaient dit « on prendra ton vélo ». Et quand on est arrivé en février en phase de prise de démo avec le moteur Valeo, quand le moteur était disponible, j'ai finalement que 40 magasins qui ont confirmé leur prise de commande. Parce que globalement, ils ne veulent pas rentrer de nouvelles marques, ils sont en surstock et leur priorité, c'est de se séparer de leur stock. Donc, on voit bien qu'il y a eu un drôle de jeu pendant cette phase post-Covid, hein, quand il y a eu la bulle. Je pense que le jeu a été un petit peu délicat et embarrassant parce que je pense que quand des magasins ont commandé à 200%, et je pense que personne n'a levé le doigt pour leur dire « tu es sûr que tu vas réussir à vendre tout ça ?» Tout le monde s'est dépêché de prendre les commandes. Et aujourd'hui, on a mis le marché dans une situation vraiment, vraiment délicate et embarrassante pour tout le monde. Ok. Excusez-moi. On va revenir certainement sur des questions en débrief global, Jérôme. Merci pour cette présentation et on va passer à Mathieu. Et je vais partager ta présentation, Mathieu. Et tu auras la main pour défiler les slides. Je choisis. Et je te laisse commencer par te présenter. Juste avant ça, je n'avais peut-être pas dit, mais que les invités aujourd'hui, on les a tous rencontrés ponctuellement au détour d'un salon, au détour d'une collaboration, au détour d'un partenariat depuis, pour certains, plusieurs années. Et à chaque fois, on s'est dit, tiens, ça c'est une idée intéressante, on viendra le mettre en avant, ou tiens, on a une collaboration. C'est le cas avec Ultima, où dans le cadre du déploiement des collaborateurs de Valeo, on est en train de déployer les premiers vélos Ultima pour les collaborateurs Valeo. C'est le cas, on verra un peu plus loin avec Benoît, j'ai croisé, je pense que c'était il y a 1 an et demi ou 2 ans sur un salon avec son premier proto, et où on s'est dit, ça sera l'occasion de le faire dès qu'on s'approche de l'existence de ta machine, que de venir présenter ça. Et c'est le cas également ici avec Toyota et 12 avec lesquels
nous travaillons depuis maintenant un bon moment Asphalt et on avait hâte de voir arriver cette innovation. Donc, la scène est à toi, Mathieu. Merci Jean-François. Donc effectivement, bonjour à tous. Donc moi je suis là pour parler effectivement du partenariat qu'on peut avoir entre 12 Cycles et Toyota France. Et en fait, avant de rentrer dans le détail de ce partenariat, c'était juste d'expliquer en quoi la France est un pays particulier pour Toyota. Si je passe les slides, c'est bon ou pas? Vas-y, si tu utilises tes flèches, normalement, tu dois pouvoir dérouler gauche-droite. Mais sinon, je le fais. Ouais, du coup, en fait, Toyota, donc c'est effectivement un pays particulier. La France, c'est un pays particulier pour la France, pour Toyota, décidément, j'y arrive. Parce que en fait, c'est l'un des seuls 4 pays au monde où on a à la fois non seulement une filiale de distribution, qui est Toyota France, qui est basée en région parisienne, mais on a aussi une usine à Valenciennes qui aujourd'hui a 2 modèles. On a commencé avec la Yaris il y a un peu plus de 20 ans et maintenant on a la Yaris Cross qui s'est rajoutée. Et pour mettre en perspective, aujourd'hui, l'usine de Valenciennes est la plus grosse usine automobile de France, devant les autres marques historiques qui peuvent être implantées sur le territoire français. Et la Yaris Cross est le modèle le plus fabriqué en France. Également. Donc ça, il y a l'usine et aussi on a la particularité d'avoir dans le sud de la France à Sophia Antipolis un centre de design qui est l'un des 4 qu'on a dans le monde avec le Japon, les États-Unis, la Chine et donc la France. Et donc c'est pour ça que l'ancrage local de Toyota en France est important et c'est aussi ça nourrit aussi la réflexion qu'on a justement avec le partenariat avec 12 sur lequel je vais arriver maintenant. Et donc, juste en quelques chiffres, donc nous, Toyota, aujourd'hui, sur juste Toyota France, on a fait à peu près 113 000 voitures l'année dernière, Toyota et Lexus. Et Toyota, sur le canal des particuliers, aujourd'hui, on est la 4e marque en France, donc devant une marque comme Citroën sur le marché français. Mais aujourd'hui, pourquoi on parle de vélo? Parce qu'en fait, nous, Toyota, on est engagé dans une transition qui en fait a pour vocation en fait de passer du statut de constructeur automobile tel qu'on nous connaît depuis 70 ans à entreprise de mobilité de manière générale. Donc ça, là, on voit notre PDG de l'époque avec Toyota qui a expliqué cette stratégie. Et après, on passe de la stratégie au concret. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nous, Toyota France, on a pris la responsabilité de lancer un projet. Et quand on a regardé les différents types de mobilité qu'on pouvait proposer, on s'est rendu compte que le vélo cargo 1 était en forte croissance et que sur le marché français, par contre, on a aussi constaté qu'on n'avait pas d'expertise et de savoir-faire en France et dans le groupe. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé de s'associer à 12 Cycles, qui était là déjà depuis 10 ans sur le marché du vélo cargo, qui avait une expertise et surtout qui avait une vraie volonté de fabriquer en France, notamment le cadre du vélo qu'on va avoir. Oups, je ne sais pas pourquoi ça va tout défiler d'un coup. Et qui est le cadre est fabriqué en France. Il vient pas d'autres régions du monde, type Taïwan ou autre. Il est fondu en France, notamment les métaux qui sont aussi recyclés et notamment ils sont issus aussi de la filière automobile. La filière automobile, on a mis en place depuis plusieurs années une filiale de recyclage. Et en fait, les métaux des voitures se retrouvent aussi une partie dans la fonderie de ce cadre. Et donc pour nous, on a vraiment ce côté ancrage français qui était vraiment au cœur du projet avec 12 Cycles. Et donc, eux sont vraiment responsables de toute la partie développement produit et fabrication. On a eu de forts liens avec eux, notamment ils ont pu aller à l'usine de Valenciennes pour voir ce que c'était le système de production Toyota en vrai. Donc ça, ils ont pu aller voir parce qu'ils sont en train de structurer une nouvelle usine pour ce projet. Et nous, du coup, on a aussi des gens de l'usine qui vont aller dans cette nouvelle structure pour les aider à optimiser ce qu'ils ont déjà mis en place. Donc c'est à la fois un partenariat commercial, mais aussi industriel. Et donc nous, on a 3 types de clients, on dit à la fois les particuliers, évidemment les familles avec 1 ou 2 enfants, mais aussi tout ce qui est artisan et grande flotte.
Et en fait, pourquoi on s'adresse et c'est ça qui nous a attiré dans le vélo cargo, c'est que globalement, ces trois types de catégories de clients, on les connaît déjà. C'est des gens qui viennent déjà acheter aujourd'hui des véhicules particuliers ou des véhicules utilitaires. Et demain, c'est leur proposer une solution de mobilité supplémentaire. On sait qu'il y a de plus en plus de zones à faible émission, de restrictions d'accès à l'hyper-centre-ville. Et donc, du coup, d'arriver avec une solution supplémentaire pour proposer une solution pour que la mobilité des clients puisse être assurée, qu'elle soit particulière ou professionnelle. Et l'idée, c'est aussi donc non seulement en fait de proposer le produit, mais vraiment de proposer un écosystème complet, parce que bon, il y a évidemment le cadre, la personnalisation du vélo. Est-ce que vous m'entendez? On est en train de... Ça y est, on a perdu notre ami Mathieu. Il va peut-être pas tarder à revenir. J'en profite. Moi, je l'entendais. Hein. Moi, je l'entends toujours. Hein. Tu l'entends toujours? Ah non, je viens de le perdre aussi. Excuse-moi. Sinon, je me disais qu'on a droit à un Mathieu fantôme. Donc, à mon avis, il est en train de se reconnecter. Ce que je voulais vous dire, c'est que surtout préparez vos questions et consignez-les dans l'onglet questions, parce qu'on va rentrer après le passage de Mathieu et de Benoît. Et bien, revoilà Mathieu. Voilà. Désolé pour la petite coupure publicitaire. Et donc l'idée, oui, donc il y a évidemment le côté produit, les accessoires, hein, les équipements de sécurité aussi, hein, vraiment d'arriver avec une solution complète, un casque, gants, tendeurs, etc. Proposer l'entretien. Évidemment, on a la chance d'avoir un maillage à travers nos concessions qui puissent aussi faire de l'entretien. Et l'idée, c'est d'aller aussi au-delà juste du produit, parce que notamment, si on a décidé de standardiser, c'est ce qu'on appelle... C'est un programme qu'on appelle la Beyond Zero Academy, qui en fait à l'origine est un cours d'éco-conduite qu'on met à disposition de tous les vendeurs, tous les clients professionnels de nos voitures hybrides ou d'autres motorisations pour les aider à optimiser cette consommation. Et en fait, là aujourd'hui, on a décidé d'étendre ce partenariat à tout client, en particulier aux professionnels, et sur justement le côté sensibilisation et accompagnement face aux dangers de la route et s'adapter au vélo, dire que notamment sur un vélo cargo, il y a un temps d'adaptation pour maîtriser ce nouvel engin, ce nouveau véhicule. Et donc du coup, ça c'est quelque chose qu'on propose en standard à l'intégralité de nos clients. Et après, on met aussi en avant nos services de financement et d'assurance qu'on a déjà intégrés dans le groupe et donc qu'on applique aussi à ce vélo. Très bien. Quel a été, est-ce qu'il y a un grand défi particulier quant à la démarche d'essayer de faire au maximum en France cette production? Bah nous oui, parce que quand on s'engage, quand on engage la marque Toyota dans un nouveau projet, forcément, on ne peut le faire qu'avec un acteur solide et établi. On peut pas se permettre entre guillemets de s'adresser à des entreprises qui n'ont pas encore prouvé entre guillemets qui avait une satisfaction client et que deux en termes de qualité et de durabilité, on était sur des critères peut-être pas proche de ce Toyota, mais en tout cas pas trop éloigné, on va dire ça comme ça. Et donc du coup aujourd'hui de réussir à identifier ce type d'acteur, c'est sûr que sur le marché français il y en avait pas 50. Ok. Une question de Clément. Tous les vélos étant électriques, y a-t-il une volonté commune de développer une filière de recyclage en France? Je pense à la batterie principalement, mais cela peut s'appliquer aussi à d'autres éléments. Oui, l'idée, oui, c'est que globalement, c'est ce que le recyclage des batteries voitures, on le fait déjà. C'est déjà en place. Donc évidemment, l'idée, c'est de l'étendre à la partie cycle également. La batterie, c'est un vrai gros sujet. Et on a la chance d'avoir
3 grosses usines de batteries qui sont en train de s'implémenter en France. Donc, on va être capable de fabriquer nos propres batteries localement. C'est dans la région de France, je crois. Et du coup, la filière recyclage et les startups qui se montent pour être capables de réparer des batteries. Donc, il y a des choses qui sont en cours. Nous, ça nous intéresse. Aujourd'hui, on n'est pas capable de mettre ça en place seul, mais il y a des gros acteurs dans le marché qui sont en train de se mettre en mouvement. Donc, c'est vachement intéressant. C'est un élément clé, là je témoignerai avec la casquette Asphalt, parce que la durabilité de la batterie, lorsqu'on est souvent sur des systèmes de location longue durée comme chez nous, ben, c'est un énorme enjeu parce que la valeur résiduelle du vélo à 3 ans, ben, c'est en grande partie sa batterie. Donc la manière dont on va l'entretenir, mais surtout aussi la manière dont on va être capable de la faire durer, de la réparer, voir qu'elles sont encore disponibles à 3 ans. On voit que les choses bougent très vite sur le sujet. Dès la conception, et on voit arriver maintenant même des garanties batteries qui vont jusqu'à 4 ans, là où on était à 2 jusqu'à maintenant, notamment parce qu'on est capable de recycler, de refurbisher, de réparer. Et puis voilà, la filière de recyclage et de réparation, elle avance très très vite, heureusement, et c'est une très bonne chose. Et c'est vrai aussi sur les autres éléments. On voit de plus en plus, au final, d'éco-conception du vélo qui pourra avoir différentes vies avec du remplacement de sa batterie, du remplacement de son moteur, de l'évolution selon la technologie de ses composantes, que ce soit de la transmission, du freinage, etc. Pour que, au final, on puisse faire évoluer ici un cadre ou l'inverse, changer un cadre ou un composant ou une fourche, etc. Donc, on voit que dans la démarche de chacun, c'est de plus en plus intégré. Alors, si je peux me permettre un commentaire, c'est Jérôme là. Je sais que c'est moi, enfin, dans les projets de la filière, de la production de la filière, c'est un sujet que j'ai poussé assez fort au début du groupe de travail production. Et j'ai été très surpris, en fait. J'ai été très surpris parce que beaucoup d'acteurs historiques, pour ne pas les citer, MSC, Cycle Europe, 12, etc., ont levé le bouclier en disant il ne faut pas standardiser les batteries, c'est trop dangereux, c'est un système, la batterie et le moteur, ça reste un système qu'on achète d'un intégrateur. Et je suis intimement convaincu que le long terme me donnera raison, mais c'est qu'on doit standardiser les packs batteries et avoir des packs batteries produits localement, peut-être même les sortir du prix de notre vélo. Les clients achètent un vélo et globalement aillent acheter leur énergie ailleurs et se fournir en pack batterie qu'on puisse avoir en plug and play. Ça démocratisera et ça accélérera la démocratisation du vélo, j'en suis intimement convaincu. La petite mobilité est déjà comme ça dans les pays émergents comme l'Inde, la Chine, et il n'y a aucune raison que le vélo n'y aille pas, à part une réticence technique de ne pas y arriver. Ouais, je compléterai ce que tu dis, Jérôme. On voit les exemples de Taïwan, Singapour, tout ce que tu cites. À chaque fois qu'on a une mobilité électrifiée très dense, on arrive rapidement sur des solutions de batterie partagée. Donc, ça va vraiment dans ce sens-là. Ouais. Merci beaucoup, Mathieu. Il y a quelques questions. On y revient, je vous rassure, à la fin de notre session de questions-réponses. Mais on va donner la parole à Benoît, qui nous a rejoint pour présenter Midi Pile. Et est-ce que tu es dans un de tes véhicules? J'ai pas l'impression. Non, pas du tout. Là, je suis sur la route. Je me suis arrêté pour vous. Du coup, tu as ma présentation. Tu peux la présenter pour moi ou pas? Alors oui, je la lance. Ouais, donc du coup, moi, je suis chef d'orchestre de Midi Pile. Midi Pile, c'est une société qui aujourd'hui est basée sur Angoulême, plein milieu des Charentes. Hein. On est un territoire urbain. Donc, dans tout ce qu'on est en train d'évoquer aujourd'hui, c'est aussi un élément important, c'est que on ne peut pas concentrer l'industrie partout. Et puis, nous, on a finalement une opportunité assez intéressante, c'est qu'on a historiquement des faiseurs de moteurs et de batteries sur notre territoire avec tout l'écosystème de sous-traitants et de compétences. Et donc, on essaie de démarrer une petite industrie vélo automobile. On va y revenir sur le concept. On est entre les deux sur un territoire qui n'a jamais vu ça. On est créé depuis 2020, donc on a un peu plus de 2 ans et demi. Et on est une entreprise à mission. Donc, c'est important de le noter. Alors, ouais, ça, c'était une slide que j'aime bien montrer pour essayer d'expliquer très simplement ce qu'on essaye de faire.
pair. Il y a très concurrentiel, foisonnement de solutions. Dans l'équipe de fondateurs de Midi Pile, on est plusieurs anciens de l'automobile. Et en fait, là, sur cette slide-là, on fait une photo du parc automobile en 2023, 40 millions de véhicules. Et on sait que si on veut converger vers une stratégie alors SNBC, enfin de la neutralité carbone 2050, il va falloir passer par une réduction du nombre de véhicules thermiques. Voilà. Et donc, en fait, c'est ce que fait cette petite cible à droite avec voilà, une estimation. Il faudrait rester aux alentours de 30 millions de véhicules thermiques à 2030 et développer toute la mobilité sobre et décarbonée. Si tu veux bien aller sur la slide d'après. Et là, en fait, on voit sur la slide d'après comment ça pourrait se passer. C'est de faire passer les cas d'usage qui sont gérés par des véhicules thermiques aujourd'hui, donc dans le monde du XXe siècle plutôt bleu foncé, dans un monde bleu clair, mais ça ne se fera pas par du véhicule électrique, ça se fera par une multitude de solutions, dont le vélo fait partie, mais d'autres énergies, remettre au goût du jour du fluvial. On parle de rétrofit, des créations de communs, du mass. Je ne sais pas ce que sera ce monde-là, mais en tout cas, il sera probablement multiple. Et là-dedans, on a une catégorie qui est en train d'émerger qui s'appelle les véhicules intermédiaires ou mini-mobilité. Bon, il y a plusieurs terminologies. On estime qu'à 2030, c'est à peu près 2 millions de véhicules à venir sur ce marché-là. Si tu veux bien aller sur la slide suivante. Deuxième élément hyper important, mais je pense que les gens qui sont là connaissent par cœur, donc la mise en place des zones à faible émission, 2025 à 2030, discrimination sur la vignette CRIT R. Et donc à 2030, plus aucun moteur thermique pur rentrera dans ces grandes villes européennes. C'est d'ailleurs aussi un mouvement international, hein, ça se fait pas qu'en Europe. Si on regarde en fait notre première cible marché qui est le B2B, livraison urbaine et intrasite, en fait on se rend compte qu'aujourd'hui c'est énormément de petits véhicules utilitaires légers, principalement dieselisés. Et donc, ça représente aujourd'hui 96% du parc. Donc, c'est un parc qui va devoir quasiment en totalité se renouveler d'ici 2030. Et donc, aller sur les solutions qu'on vient d'évoquer juste avant. Si tu veux bien enchaîner. Donc, pour être hyper concret, nous, on fait une sorte de quadrature du cercle entre des enjeux environnementaux, des enjeux économiques, c'est-à-dire que la voiture électrique telle qu'on nous la vend aujourd'hui, elle est extrêmement chère. On ne va pas citer de marque et de prix, mais je pense que tout le monde voit le truc. Et puis, on a une sorte de déplacement dans la manière dont on consomme ou utilise du déplacement, de la possession propre d'un véhicule pour tout faire, vers de la souscription à un écosystème de mobilité avec pas mal de flexibilité et adapté vraiment au plus proche à nos besoins. Donc nous, ce qu'on propose, c'est une nouvelle catégorie de véhicules. C'est un véhicule un peu hybride entre le vélo cargo et la petite voiture urbaine, qui a les caractéristiques qui sont listées ici. Donc un véhicule à pédale, où il y a une implication physique dans le déplacement, du carrossé fermé extrêmement important pour nous dans le milieu urbain, pour la sécurité, mais aussi le confort. Et c'est un élément qui revient évidemment tout le temps. Quand on est utilisateur de vélo, on se dit comment gérer ces deux paramètres-là. Des véhicules les plus légers possibles, les plus simples possibles, qui leur permet d'être aussi réparables. Et puis évidemment d'aller chercher un prix comparatif, compétitif pour répondre à ces enjeux économiques. Si tu veux bien poursuivre. Donc là, je crois que sur la slide suivante, voilà, on vient de faire notre lancement de notre 9h23. Donc, c'est le premier-né des applicatifs cargo. Et si tu veux bien enchaîner encore, je crois qu'on commence à le voir. Voilà. On voit ce véhicule, donc carrossé fermé, 4 roues. On a une cellule ergonomique finalement qui est la croisée des chemins entre la réglementation, puisque c'est un véhicule qui va rouler à 45 km/h sur la catégorie quadricycle léger. Il a une position dedans, donc on pédale, donc une position semi-couchée, un peu relevée, et puis un gros travail sur la visibilité et puis la thermique, puisque c'est un habitacle fermé et
on sait bien qu'un cycliste qui va pédaler dans un habitacle fermé doit être refroidi. Et donc, c'est tout l'enjeu de ce projet. Derrière, on voit une motorisation donc en centrale arrière. Ouais, tu peux rester là-dessus. On a pas mal de petites technos sous capot. On a eu ce qu'on appelle une hybridation série musculaire, donc pas de chaîne, pour limiter les maintenances, les bruits, et surtout aller sur un véhicule qui permet d'être utilisé très très facilement. On se pose sur le siège, on met les pieds sur les pédales et on tourne les pédales et c'est parti. On n'a pas besoin de changer les rapports, tout est automatique et on va accéder à des fonctionnalités qui n'existent pas dans le vélo, notamment la marche arrière. On va dire très partiellement, hein. Il y a très peu de véhicules qui ont ça. Des modes optimisés, plutôt sport, plutôt éco, parce que des fois on a besoin de décoller très fort pour pas se faire ramasser par un camion. Voilà. Et après des modes de convergence plus ergonomiques, mais là ça devient un peu plus expert, donc on peut régler pas mal de choses. Vous voyez sur cette image finalement des stockeurs d'énergie, donc on a un peu plus de batterie évidemment que sur un vélo puisque c'est un véhicule qui peut charrier jusqu'à 300 kg de charge utile, donc on est vraiment dans le monde de l'ultra cargo. Moteur de traction sur la partie arrière, un peu d'électronique, on a des panneaux photovoltaïques aujourd'hui inclus qu'on valorise assez bien sur des cas d'usage, peu de kilométrage, véhicule parking de 11h à 15h. C'est substantiel puisqu'on a un rapport puissance crête masse assez intéressant. Et puis enfin, un véhicule donc, qui va émettre de la donnée, ça devient de plus en plus classique, mais derrière, on construit tout un tas de services avec cette data. Si tu peux aller sur la slide d'après, voilà, un petit récapitulatif. Donc, il fait 3 mètres de long, hors tout, 90 cm de large, donc une largeur très, très contenue, 300 kg pour 1 mètre cube et demi, et puis donc une homologation, comme je vous le disais, à 45 km/h, qui en fait l'unique véhicule à pédale cargo qui roule à ces vitesses-là sur le marché aujourd'hui. Et des autonomies aujourd'hui qu'on est en train de calibrer, voilà, ce sera probablement moins de 200 km pour des questions de coût batterie et donc finalement de prix finaux, mais c'est encore en train d'être calibré. Et pour finir, si tu veux bien passer à la slide d'après, ouais, donc là, pardon, quelques photos de notre dernier né et présenté il y a quelques jours. Donc là, on voit un petit peu tous les éléments que je vous ai présentés. Il y a eu pas mal d'évolutions par rapport au premier design, et on a un véhicule beaucoup plus abouti et qui sera fabriqué donc sur le Grand Angoulême fin 2024. Si tu veux bien enchaîner. Donc voilà, les applicatifs qu'on puisse se projeter. On va avoir sur la même base technique, donc ce qu'on appelle plateforme en automobile, des versions cargo. Donc on voit qu'on peut mettre des palettes, transporter des caisses ou des véhicules d'intervention. Et puis des versions duo, donc décalées d'1 an, donc en transport de personnes tandem l'une derrière l'autre. Pour aller notamment sur plutôt, nous on vise pas des ultra-centres gros agglos, on est plutôt sur du périurbain, des agglos de 20 à 100 000 habitants, petites, moyennes, qui ont aujourd'hui justement un défaut d'infra cyclable, où la voiture est reine et on ne peut pas s'en débarrasser. Et où le fait de rouler avec des engins tels que vous les avez présentés avant, des vélos cargo sur route, sur la chaussée, est très dangereux. Et donc, on est obligé d'aller sur des vitesses homogènes au trafic et donc de pouvoir les monter. Et on a aussi des questions de dénivelé. Voilà, on est sur des villes, par exemple, comme Angoulême, vous avez Pau, Poitiers, Limoges, vous avez des forts dénivelés et finalement, les vélos cargo ont beaucoup de mal à s'implanter, juste pour des raisons de débit de colis, donc de puissance normative, et donc à la fin de débit de colis et donc de rentabilité. Pour finir, je crois que j'ai un dernier slide sur, si tu veux bien, voilà, sur les prix cibles. Donc on est vraiment dans le monde de du gros volume. On vise un prix final de 10 000 euros TTC. Donc là, on est sur à peu près une production de 1000 unités année. Et puis, on aura aussi une souscription tout compris, véhicule, assurance, maintenance, extension garantie et SaaS, à peu près pour un peu moins de 200 euros par mois. Tout ça est en convergence. Voilà, je crois qu'il me reste une dernière slide, mais je vais m'arrêter là. Je préfère répondre à des questions.
Ouais, par rapport à ce qui a été montré avant, effectivement, Midipil a un positionnement assez particulier. Il y a une sorte de montée de ces mini-mobilités. On a un groupe structuré autour de l'extrême défi ADEME. Donc, c'est-à-dire qu'on est entre le vélo cargo jusqu'à la petite voiture, et il y a un peu tous les concepts qui font l'accordéon entre les deux. Je pense que c'est un segment de marché qui va largement se développer pour toutes les raisons que j'ai évoquées. Donc, nous, on veut en être un des outsiders. Et je finirai là-dessus. C'est un moyen de mobilité très fun, très sympathique. En fait, qui est assez compact, et donc qui, dans le milieu urbain, passe assez bien, et qui permet globalement de se passer de tous les usages de la voiture, de l'automobile classique tel qu'on l'entend dans ces zones-là, pour des charges un peu plus élevées, ou des transports biplaces, c'est-à-dire un petit peu au-dessus des besoins d'un vélo ou d'un vélo cargo, sans devoir aller jusqu'à une automobile qui charrie énormément de volume et de masse. Voilà. Je vous remercie. Merci Benoît. Je voulais souligner que merci de nous emmener sur cette notion un tout petit peu plus future, mais le futur, il est de plus en plus proche avec le quadricycle que tu es en train de développer. Comme je te l'avais dit il y a 2 ans, j'y crois énormément, et nous, on voit de manière croissante de la part de certains de nos clients que pour ce qui est des véhicules d'intervention, qu'il y a ce besoin en capacité de transport, mais aussi ce besoin je dirais dans la culture du changement, parce qu'aujourd'hui, c'est le tout petite camionnette, et passer tous les opérateurs de la petite camionnette au vélo ou au vélo cargo, c'est parfois très compliqué. Et on sent entre les lignes, même s'ils ont encore du mal à l'appréhender parce qu'ils ne peuvent pas encore beaucoup toucher des véhicules comme celui que tu es en train de développer, que cette transition par ce type de véhicule va être beaucoup plus fluide pour la sécurité. En gros, on nous demande le vélo automatique tricycle, je ne sais pas faire du vélo, mais, et puis avec un pare-brise et puis une couverture, etc. Donc, en gros, on nous demande Midipil pour ces opérateurs. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas aussi le besoin du cargo compact, etc. Mais on sent que pour aller craquer le sujet de la petite camionnette d'intervention, on a besoin, alors c'est un des exemples d'usage, hein, mais on a besoin de ce type de véhicule. Je suis d'accord avec toi qu'il va y avoir une sous-segmentation du marché, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un peu le monde du vélo et la petite camionnette électrique, et tout ça, en fait, va se sous-segmenter avec des véhicules plus ou moins capacitifs. Donc, je suis d'accord avec toi. Nous, on parle de micro-utilitaires urbains, et clairement, on fait un top-down, c'est-à-dire on vient chercher des utilisateurs de véhicules automobiles pour les amener vers le vélo, et on ne fait surtout pas l'inverse. Oui. Et nous, on le voit, ils ne sont pas là aujourd'hui, mais on a développé un prototype pour un projet qu'on mène avec Culigan, qui fait l'entretien des fontaines à eau en entreprise avec ses opérateurs. On l'a fait avec UP, autre fabricant français, Rochelet, avec qui on aime travailler. Et on a adapté le vélo parce qu'il fallait un support pour leur bouteille de gaz qui permet de recharger les distributeurs d'eau pétillante, etc. Donc, on a été loin. Et en fait, aujourd'hui, avec ce type de vélo, ils réussissent à faire avoir plus de clients dans le même temps parce qu'ils n'ont pas le temps passé à chercher une place avec leur camionnette partenaire aujourd'hui. Et on a casé dans ce vélo qui est réellement très compact, pas aussi compact que Cotpo, mais c'est un autre positionnement, tout ce qui était dans leur camionnette. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de plus. Donc, l'économie de kilos déplacés est incroyable et de volume. Quelques questions que nous allons prendre, notamment pour toi, Benoît. Quel est l'ordre de grandeur de la masse à vide ? On vise 250 kg. Masse à vide, c'est un véhicule qui fera 6 kW avec un peu plus de 5 kWh de batterie. Donc voilà, et on travaille évidemment à baisser cette masse cible, tout simplement pour augmenter les autonomies ou réduire les tailles batterie. Et on a Jonathan qui bosse à La Réunion, et on bosse à La Réunion sur c'est tout à fait adapté.
Tout à fait adapté pour la Réunion. Nous, on a un cahier des charges où on arrive à emmener nos 300 kg de charge utile sur des pentes entre 15 et 20%. Ça va dépendre de la motricité, enfin donc les pneus, en fait, toute la partie traction. Mais très bien pour la Réunion, beaucoup mieux qu'un vélo cargo tel que la réglementation le définit aujourd'hui. Parce que là, ça transpire le vécu sur l'histoire de la Réunion. On travaille donc à la Réunion sur du vélo collaborateur et on s'est très très vite rendu compte qu'il nous fallait des vélos dignes de VTTAE bien costauds juste pour aller conduire ses enfants à l'école. Voilà. Ouais. Donc le sujet de la Réunion en est un. On a d'autres questions dans le chat. Quel est le ratio de l'apport énergétique moyen humain par rapport à l'énergie apportée par la batterie dans ce genre d'application? Ouais, c'est toujours la question des techniques et de l'ingénieur. C'est faible, c'est très très faible même. Ça va dépendre de votre charge utile et la force de vos mollets. On est sur quelques pourcents. Nous, ce qu'on constate, c'est que la relation au véhicule lorsqu'on pédale est très différente. Je pense qu'on va pas développer là-dessus. Voilà, et l'énergie produite, c'est toujours ça. Ça permet d'avoir un petit peu plus d'autonomie et puis ça permet finalement, si votre système tombe en rade dans les modes de défaillance, de pouvoir quand même vous traîner un peu n'importe où. Et donc, ça vous donne un degré de liberté supplémentaire. Donc, on le conserve. La pire application pour valoriser la force des mollets, c'est quand même le cargo heavy load tel qu'on le fait. Donc, nous, on imagine toute une marguerite de véhicules avec plein d'autres applicatifs beaucoup plus légères où on pourra beaucoup mieux valoriser cette brique-là. Mais clairement, aujourd'hui, dans l'expérience de ce genre d'engin, le fait de pédaler est assez incroyable. Question, alors pour toi, mais on va rebondir sur tout le monde, c'est on revient sur le service de distribution. Alors toi, je ne sais pas si tu as déjà une vue assez claire de comment Midi sera distribué ou comment tu souhaites qu'il soit distribué. Oui, on sait ça. Vas-y, je te laisse finir la question. Non, mais vas-y, en 2 mots. Oui, alors en 2 mots, nous, on va fonctionner par cercle concentrique, c'est-à-dire qu'on va démarrer ville à ville. Malheureusement, je suis désolé, mais au début, ça va démarrer en Nouvelle-Aquitaine et on aura un principe de magasin physique showroom avec un haut niveau de service client. Donc, c'est un choix qu'on vient d'acter. Donc, en fait, on va être très, très peu digitalisé online. Par contre, on aura tout un tas de services par les services connectés et de la valise Diag type automobile téléchargeable, de donner en fait beaucoup d'informations à nos clients pour qu'ils puissent s'auto-réparer sur des niveaux 1-2. Et puis après, s'ils n'y arrivent pas, de pouvoir accéder à des compétences et des magasins physiques au plus proche de chez eux. Très bien. Et une question pour, au final, tout le monde, c'est que il y a des positionnements un peu différents entre chacun, entre je vais essayer d'être en distribution directe à distance et puis d'autres sur le réseau physique. Et donc, on est interpellé sur la question de la notion de service, de mise à la route, de comment se débrouille le consommateur au final quand il a son nouvel engin entre les mains. Peut-être Jérôme d'abord, et puis si tu nous entends, Jérôme? Oui, très clairement. Enfin, en ce qui concerne Ultima, nous, on ne fait pas de vente en direct s'il n'y a pas un magasin ou une de nos filiales à proximité. C'est-à-dire qu'on fait en sorte que soit le dropshipping, il peut être fait chez le client direct si le client a été vraiment emballé lors de son essai en magasin, mais il a forcément dans un rayon de quelques kilomètres un point de vente Ultima ou un point de relais Ultima sur lequel il peut s'appuyer. Donc ça, c'est la façon qu'on a, nous, choisi de travailler, qui est un peu différente de ce qu'on avait imaginé initialement il y a un peu plus d'1 an, où on pensait que le B2C allait être plus développé que ça. Mais la prévente et le service, justement, nous a freinés dans cette approche. Côté Mathieu, on a compris qu'il y avait un gros levier lié au réseau concessionnaire et tu avais pu bien l'expliquer tout à l'heure. On a bien compris que c'était cette alliance de force entre 12 et Toyota qu'au-delà du processus industriel dont vous pouviez faire levier dans le cadre de votre déploiement. Et peut-être pour terminer avec Sébastien. C'est très similaire à Ultima. Il faut qu'on ait un facilitateur physique proche du client pour qu'on puisse livrer. On a besoin de ce contact physique pour la maintenance, la SAV, c'est critique, c'est important. Et on ne fera pas de vente par correspondance à la portée.
Merci beaucoup. Je voulais terminer avec un petit clin d'œil parce que ce matin, en arrivant, j'ai croisé un cohabitant de notre coworking qui est Benoît, qui est le fondateur de La Virgule et qui m'a remis entre les mains un de leurs produits. Et la démarche Made in France est durable, elle est aussi vraie sur les équipements et les accessoires. Ici, vous avez la super sacoche La Virgule qui, à la base, La Virgule, c'est les spécialistes de l'upcycling. Donc, elle est réalisée, assemblée au Portugal. Les matériaux, c'est la toile de Zodiac recyclée, c'est de la ceinture de sécurité recyclée d'automobile. L'intérieur, c'est de la bâche faite depuis les kitesurf. Et si je ne dis pas de bêtises, tout ce qui est fil, et ça vient de parapente ou de parachute. Sachez que l'innovation, elle est de tous les côtés. Je pense qu'on ira aussi faire un jour un talk sur tout ce qui est cet environnement d'accessoires, équipements personnels ou du vélo, là aussi, cette démarche durable et locale a son sens, parce qu'au final, cette notion, c'est aussi des consommables, enfin des choses qui sont renouvelées souvent plus régulièrement que le vélo en tant que tel, et sur lesquelles on doit faire attention aussi dans notre approche. Alors désolé, on n'a peut-être pas pu répondre à tout, mais on a presque répondu à toutes les questions, je pense. On est arrivé, on a dépassé un tout petit peu notre temps, mais pas trop. Pour une fois, c'était la première fois où on a tenté d'être à 4 intervenants, et j'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à nous le dire dans le chat, c'est parce que ça permet d'avoir vos feedbacks en temps réel et de savoir si ce temps que nous avons préparé pour vous a intéressé. On est à votre disposition. Encore après aussi, vous pouvez utiliser les emails que vous avez reçus pour nous réinterpeller. Je ferai passer aux différents intervenants. Merci en tout cas pour votre écoute. On était plus de 40 en ligne ce matin. Ça fait plaisir de voir cet écosystème qui bouge. Merci à tous. Merci beaucoup. Et à bientôt, et passez tous un bel été. Merci, au revoir. Merci, au revoir. À bientôt.